Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est vous remercier d'être là. Et dans un instant, on va demander au jury de prendre place. Et le tribunal a acquis certaines habitudes. Et les habitudes, c'est de donner un maximum de solennité au travail qui est fait. D'abord pour respect pour un peuple, le peuple palestinien. Par respect pour sa résistance. Et ce tribunal a toujours donc cherché à travailler avec une profonde exactitude dans ce qu'il a recherché, dans ce qu'il a travaillé. Et donc, je vous demanderai simplement de prendre un peu de patience et au moment où j'annoncerai le jury, je vous demanderai simplement de vous lever et puis je vous inviterai à vous asseoir. OK? Nous avons un très lourd programme parce que nous allons à la fois expliquer l'objectif que nous avons poursuivi, nous allons à la fois vous expliquer quels sont les travaux qui ont été réalisés et nous allons à la fois aussi vous présenter les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Et différents membres du jury donc prendront la parole au fur et à mesure qu'ils seront appelés à présenter une partie du travail qui a été réalisé. Mais ce que je voulais vous dire dès à présent, c'est qu'évidemment, ce jury a travaillé maintenant depuis 5 ans et que c'est un travail tout à fait exceptionnel qui a été fait. Donc, si vous me le permettez, maintenant, je vais aller chercher le jury et je vous remercie de patienter un petit instant. Il ne faut pas applaudir, je n'ai pas encore commencé, c'était uniquement des remarques préliminaires. Voilà, mesdames, messieurs, merci, je vous prie de vous asseoir. Et vous pouvez applaudir pour accueillir le jury, bien sûr. Mais ce sera la dernière fois que vous applaudissez parce que je sais qu'on est enthousiaste quand on entend certaines choses. Je sais qu'on veut partager son empathie à certains moments, mais la tradition du jury et du tribunal, c'est de ne pas applaudir pendant la session. Et donc, il m'appartient maintenant de officiellement ouvrir cette session et de saluer les personnalités politiques qui sont ici présentes. En particulier, je voudrais saluer la vice-présidente du Parlement européen. Je cherche. Oui, voilà. Isabelle Durand, bonjour. Mais vous êtes des très mauvais élèves, je vous ai dit, on n'applaudit plus. Parce que si vous devez applaudir chaque fois que je cite quelqu'un, ça ne va pas. Mais je voudrais aussi saluer particulièrement, je vais vous dire, deux personnes qui ont fait et qui ont fondé toute l'idée des tribunaux populaires. C'est le professeur François Rigaud qui est ici dans la salle et c'est le professeur Jean Salmon qui est ici dans la salle.
Je voulais le remercier tout à fait particulièrement d'être ici et de savoir que, voilà, toute l'idée, tout l'esprit des tribunaux populaires a été porté en Belgique par ces personnalités et sur le plan international, et c'est eux qui en ont assuré le rayonnement. Je ne vais pas citer l'ensemble des personnalités qui ont rejoint notre session finale, mais je voudrais leur dire du fond du cœur un tout grand merci. Il y a des parlementaires, il y a des représentants des grandes organisations, notamment de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Il y a des représentants des cultes ici en Belgique que je tiens aussi à remercier. Il y a des représentants de beaucoup d'associations, aussi bien des associations des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, des organisations syndicales, les 2 grands syndicats sont représentés ici, des organisations non gouvernementales, les organisations de coopération développement, les organisations de juristes et bien d'autres. À tous, un tout grand merci. Et je vais vous faire part d'une chose dès le début de cette session, c'est que le tribunal a toujours invité les personnes représentant les sociétés ou les États dont nous avons parlé. À chaque fois, des invitations ont été envoyées. Une invitation a été adressée à M. Pérez, l'invitant à être ici aujourd'hui. On sait qu'il passait par ici, qu'il a fait beaucoup de bruit, mais il n'a pas attendu pour venir à notre tribunal. Il ne nous a pas répondu. Il ne nous a pas répondu parce que nous lui avions proposé de venir ici avec Marwan Barghouti. Et nous lui avions dit, si vous êtes capable de venir avec Marwan Barghouti, eh bien, vous allez changer l'histoire de la planète. Parce qu'un certain M. De Klerk, à l'époque, a fait ça à l'égard d'un autre grand prisonnier, il s'appelait Nelson Mandela. Il l'a fait sortir de prison et il a négocié avec lui la fin de l'apartheid. Et si M. Pérez avait eu du courage, et s'il avait respecté ses engagements, parce que vous devez savoir que M. Pérez, pendant qu'il faisait sa campagne électorale comme président de la République israélienne, eh bien, il avait promis que s'il était élu, il aurait libéré Marwan Barghouti. Entre-temps, il a oublié sa promesse. Et je pense à cet égard que... Je perds le programme là. Il y a des choses qu'il faut rappeler. Et nous avons parmi nous Angela Davis. Alors, Angela Davis, elle a reçu le titre, elle a été faite docteur honoris causa de l'Université libre de Bruxelles en 2012. Et c'est une fierté pour nous et pour tous ceux qui ont pratiqué cette université, c'est une grande fierté. Mais je voudrais simplement vous lire ce qu'a dit Madame, non, c'est la professeure, c'est Anne Morelli, professeure de l'ULB, à ce moment-là. Elle a dit « Son itinéraire pose avec vigueur des questions sur le caractère interchangeable de la qualité de monstre ou de héros. Angela Davis était recherchée dans tous les États-Unis parce que, proche des Panthères noires, elle était accusée de kidnapping et même d'assassinat. Mais des milliers de Noirs avaient apposé sur leurs fenêtres une invitation à Angela en cavale à venir se réfugier chez eux. Elle était considérée par la justice américaine comme une dangereuse terroriste, mais des milliers de jeunes à travers le monde imprimaient son image sur des affiches, des vêtements et défilaient pour exiger sa libération. De même, Nelson Mandela était à la tête de la violente African National Congress, avant de donner son nom à des écoles maternelles, même dans notre pays. Et Yasser Arafat a connu alternativement le rôle de chef du terrorisme et de prix Nobel de la paix. Nos héros de la résistance n'étaient-ils pas arrêtés par les Allemands en tant que terroristes? Et je vous ai dit, Shimon Peres avait déclaré que s'il était élu à la présidence d'Israël, il signerait une grâce présidentielle en faveur de Marwan Barghouti. Et maintenant président depuis 2007, eh bien non seulement il n'a rien fait, mais il n'a pas répondu à la demande qui lui était faite par le tribunal Russell avant cette session, demandant que Marwan Barghouti et tous les prisonniers puissent être libérés et que lui puisse venir témoigner ces 16 et 17 mars à Bruxelles lors de cette session finale
de ce tribunal d'opinion. Il m'appartient au nom du comité international organisateur de déclarer cette session internationale de conclusion des 4 sessions du tribunal Russell sur la Palestine, conduite par un jury exceptionnel. Il est là. Madame Halimi s'est excusée pour des raisons de santé, elle ne peut pas être parmi nous, elle est aussi membre du jury. Et également, nous avons reçu les excuses de notre amie Alice Walker, qui est une poétesse américaine noire extrêmement connue et qui nous a accompagnés pendant plusieurs sessions et qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Plus de 80 experts et témoins ont travaillé pendant ces 4 sessions à Barcelone, à Londres, à Cape Town, à New York, et ils ont été accompagnés, eux aussi, alors d'une équipe extraordinaire de juristes de droit international. Et je pense que vous devez savoir qu'ils ont travaillé dans une discrétion totale au service de la cause de ce tribunal et au service de son jury. C'est le professeur Eric David, c'est maître Daniel McCover, c'est le professeur John Reynolds. Ils sont ici et je les remercie énormément. Et je voudrais aussi, d'entrée de jeu, vous dire que, vous savez, pour mener une action comme le tribunal Russell, voilà, il faut toujours un capitaine. Alors, mais dans un bateau, il y a toujours un capitaine de pont et il y a toujours un capitaine aux machines. Et il y a eu 2 extraordinaires capitaines aux machines de ce tribunal. C'est Virginie Van Overbeek et c'est Frank Barat. Ils ont, pendant ces années, travaillé d'arrache-pied, sans compter leurs heures, pour faire en sorte que ce tribunal puisse se tenir dans les conditions extraordinaires dans lesquelles il a pu se réaliser. Et ça, c'est tout à fait particulier. De même, nous avons eu 120 parrains, des intellectuels, des artistes, des internationalistes, des syndicalistes, des hommes et des femmes politiques, des gens des droits de l'homme. J'en citerai 2 parce qu'ils sont emblématiques. C'est celui qui a ouvert, ici à Bruxelles, au Centre de presse international, qui a ouvert le projet du tribunal, c'est Ken Loach. Et Ken Loach, eh bien, il est parmi nous parce qu'il nous a envoyé des messages à tout moment, mais comme il terminait un film, il est sur un plateau, il ne pouvait pas être parmi nous. Et puis aussi, quelqu'un d'autre qui s'est engagé, c'était un ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali. Donc, nous avons là eu des gens tout à fait remarquables. Et je voudrais faire une petite correction, c'est ceux qui ont acheté le livre qui vient d'être sorti à la collection de l'ERM. On peut voir que là-dedans, on explique un peu qui est ce comité international, qui est le jury, qui sont les experts, etc. Et on en a oublié un. On en a oublié un, alors je me dois de faire une réparation à son égard parce qu'il est le cofondateur de l'idée avec moi. Nous étions 2 à avoir pensé à un moment donné qu'il fallait tenir ce tribunal. C'est Bernard Ravenel en France et c'est moi. Je veux réparer cela et je remercie nos amis qui me l'ont rappelé. Et voilà, on va commencer par d'abord appeler 3 magnifiques personnes parce que, eh bien, ils ont été l'âme et les parrains de ce tribunal. Il s'agit de Nurit Pellet. Alors, Nurit Pellet, je vais lui demander de venir ici parce qu'on va rester debout ensemble pendant un temps et j'espère qu'on va nous apporter les micros. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des micros ils sont sur les tables, c'est parfait. Alors, je vais demander à Leila Chaïd de venir aussi. Et puis, je vais demander à quelqu'un pour lequel nous avons tellement d'affection, eh bien, c'est Christiane Hessel. Si Christiane Hessel veut bien me rejoindre aussi, parce qu'à la fois, eux, ils ont été les parrains, les marraines de ce tribunal, et je vais donc leur céder la parole et leur demander leur témoignage ici, à cette tribune. Voilà, je vais me bouger un instant. Voilà. Venez. Bonjour, merci d'être venu. Je vais parler en anglais. I would like to dedicate these words, first of all, to Stéphane Hessel, to whom I was introduced by my sons in Paris when they were students there. They admired him profoundly and were inspired by him in their own struggle against the occupation of Palestine.
But I would also like to dedicate these words to the memory of a young man of the age of my children, the martyr Muayyad Naziyeh Ghazawna, 35 years old, who died 2 days ago in Ramallah Hospital. Muayyad sustained injuries 3 weeks ago after being targeted by a tear gas canister used by Israeli occupation forces. And to all the children of Palestinian mothers who are killed and maimed and tortured as I speak, who are kidnapped from their beds every night and thrown into solitary cells, cut off their parents and their families, interrogated in the most cruel conditions, traumatized for life, for nothing but throwing stones or crossing the road for Jews only, or entering the village on their way from school through a hole in the fence. These children and their parents can never be heard in any court or tribunal in the world. Their discourse has no validity in the Western judicial system. Their sentence is always already formulated. They are criminals by the very fact that they are Palestinians. And this fact allows their oppressors to treat them as beings who are forcibly denied all social and legal status and whose lives are dispensable with impunity. These children and their parents who protest every Friday against the apartheid wall and the settlements in Nabi Saleh, in Kadum, in Masra, in Nilin, in Bil'in, and in Bet Umar, to name but a few villages, whose houses are demolished with excuses derived from what the late sociologist Stanley Cohen called the Zionist kitsch, received, maybe for the first time, a proper hearing in the Russell Tribunal on Palestine. Palestinians are not allowed to leave their homes, even to go to the next village and visit their relatives, let alone travel to Brussels. But we, who are so privileged, must be their emissaries. We cannot afford, as Stefan said once and again, to exasperate. For exasperation is the denial of hope, and we who can speak and have the privilege to be heard must create hope for those who have none. People who survived Auschwitz often say that one of the most exasperating things was the knowledge that nobody knew their suffering, nobody saw their misery. The world has never been interested in human suffering, especially when it happens in your back or front yard, and has always classified suffering under the term politics. Hardly anyone today really studies or teaches about Palestinian suffering. Therefore, knowing that there is an institution which is professional, respectable, and influential, that is aware of their misery and is fighting for their lives, for their dignity and their freedom, is an incentive for all those who resist Israeli evil, Palestinians and Israeli alike, to go on fighting and to keep on living. As I understand it, this is one of the main goals of the Russell Tribunal. The other goal was to find enough evidence to incriminate Israel and its Western accomplices in terms they cannot ignore. Israel has succeeded to advertise itself as a democracy, but it is, as the tribunal stated, an apartheid state which deprives half of its dominated population of basic necessities such as freedom of movement or water in the summer. Giorgio Agamben recently said, "The state of Israel is a good example of how, when the state of exception is prolonged, then all democratic institutions collapse." This is what happened in the Weimar Republic. Israel has reached an unimaginable peak of evil. And indeed, many people all over the world find it hard to imagine that this is so. Who could imagine Jewish thugs wearing black boots and helmets, armed with guns and batons,
lashing dogs at small children and old people, or letting asylum seekers die of thirst in the desert, and prisoners die of hunger strikes, punishing them and the families by sending them to confinement? Who would conceive of Jewish doctors driving a wounded man out of the hospital and letting him die of thirst on a deserted road? Who would imagine Jewish soldiers breaking the neck of a young girl with a pink scarf for protesting against oppression? And who could think the education of Jewish girls would consist of beating up and harassing women and children? Or of a Jewish soldier girl receiving a badge of courage for murdering a Palestinian boy who went to fetch his birthday cake? The only possible conclusion must be that Israeli evil has nothing to do with Judaism, and that what is manifested in Israeli behavior is not Jewishness. It is pure colonialist, nationalist, and chauvinistic racism, and should be treated as such. Stéphane Hessel was crystal clear about that. And therefore, he was defined by another fellow militant, Michel Warschawski, and I quote in French, Stéphane Hessel n'était pas seulement la conscience du XXe siècle, mais la conscience juive en tout ce qu'elle a de meilleur. The Russell Tribunal has proven, and will hopefully go on proving, Stéphane's conviction that the worst attitude in the face of injustice is indifference or denial. Indignation and engagement are the only possible responses to evil. And for that, I'm thankful to all of you who do the work. It is very important for us, for all of us over there, to know there are people over here who will not let go until the wall falls and justice prevails. Thank you. Vous pouvez faire comme ça. Merci à Nurit. Nurit prix Sakharov. Nurit est professeure en Israël. Et Nurit est une femme absolument extraordinaire dans son combat. Je la remercie beaucoup. Et je vais passer la parole à Leila Shahid. Voilà, Leila était à l'époque notre parrain. Aujourd'hui, elle est ambassadeur de Palestine. Bonjour, good morning. Allow me, dear Belgian friends, to speak in English in honor of the mostly English-speaking jury. صباح الخير. إن شاء الله يكون خير علينا, which means in Arabic, after listening to the wonderful words of my sister, Nurit, and the mother of my adopted sons, that I hope that good will come on us all in Palestine, Israel, and in the whole world. I would like to say that when, more than 6 years ago, Pierre Galland came to see me to tell me that he had the idea that we should do something about the incapacity of legal institutions like the UN and government institutions like the EU to implement law, we should think of experiences like the one of Vietnam with Bertrand Russell and Jean-Paul Sartre. I told them that I thought it would be very difficult because we are in the middle of what President Bush, that should be the first to go to the ICC, called the preventive war and the war on terrorism, and that Palestine was not at the top of the agenda. What has happened in the last 6 years, I think, is the miracle of the will and the proof of the vitality of civil society initiatives all over the world, from Palestine to Israel to all the wonderful countries that these members of the jury represent, from the indigenous American to the Argentinian pianist. The most important thing for me in this tribunal, and it was really probably what kept me going in my work as an ambassador
at the EU and Belgium and Luxembourg was the fact that these members of the jury, these experts, these witnesses, these national committees refused indifference and refused to be accomplices with their silence. What did Bertrand Russell say back in 1966? May this tribunal prevent the crime of silence. What did Stéphane Hessel say in his wonderful book, Indignez-vous? Please refuse to be indifferent. And what is more important, Engagez-vous, which is his second book. Commit yourself. Commit yourself to justice. Commit yourself to law, because it's too important to be left to governments. The Russell Tribunal was conceived as the court of the people, you, the people, a tribunal of conscience to find impunity due to the lack of political will of the international community, but also to the complicity and the collusion of a number of states. And I say it in the capital of Europe and at the eve of the visit of President Obama. It did not want itself, this is what the jury decided, to be an academic exercise, although all the respect of all the professors who contributed, including my friend, Professor Salmon. But it did not want to also be a tribunal of institutions or to work only with institutions. It wanted to empower citizens of civil societies all over the world to say the law and to implement the law. And what was most important, through the witnesses we saw from Palestine and Israel throughout the 4 sessions, is the realities on the ground, which is exactly what diplomacy does not do. Accompany the reality on the ground, the struggle, this resilience, this resistance of such a courageous people, the Palestinian people, and surely one of the longest national liberation movements. I have to say that I learned a lot in 6 years. So my deepest, my biggest esteem and recognition in the name of Palestine goes to the jury. To the jury and to the experts that I saw throughout 4 sessions work. You don't know how much they work. You should have heard yesterday Roger say he never did as many meetings in his life, and he's been only there since New York. But if you look at dedication, at the professionalism, and they are not all jurists. Some are activists, some are pianists, some are militants, others are judges, and others are musicians, pop musicians. And they have shown by their dedication, by their commitment, by their total lack of opportunism, that they can be the best judges. I would like to say that the work of the national committees, and many of you here represent the national committees, from Switzerland to France, from Britain to Belgium and elsewhere. The benevolent volunteers that you have seen working every day in the last 6 years to make this, and what so nicely the general coordinator called the captains, Virginie and Franck. But I would like also to say that without the captain on the top of the deck, Pierre Galland, this would have never been a reality, because the captain at the deck, who's like he was called yesterday, first and foremost, a citizen, a man who believes in civil society, who has been a senator, who is now the head of the secular Europeans in this country, has been always the one who kept on fighting to get us to be where we are today, which is the conclusion. Nobody could represent the spirit of Stéphane Hessel better than Christian. Christian is the accomplice, is the companion, is the more than 60-year companion of Stéphane. And without her encouragement, without her support, Stéphane wouldn't have been able to do everything he did, not only in Palestine, but also in France, also in the Sahara, all over the world, for the unemployed, for the homeless, for the poor. And I would like to pay tribute to Christian, because I think there is no Stéphane without Christian. I would also like to pay a tribute to somebody who's no more here, Ken Coates, who was the director of the Bertrand Russell Foundation, because he had confidence in us. When he first came with Pierre
to the first dinner at home 6 years ago, he didn't doubt that we had the possibility of being up to the challenge of the name of Lord Bertrand Russell, Nobel Prize laureate. I would like to say that without the contribution, and I will not name them because there are too many, of both embassies, but also private people, Stefan and Christian, and all the friends, and all the National Committee contributions, because they did a lot in order to allow us to finance all these, because as you know, you have to get all these members of the jury from all over the world. Is it over? Is it today the last day of the Russell Tribunal? Not at all. I say in this little book that Pierre told you about, that the Russell Tribunal founders had a premonition that the world will have to go back to international law, human rights, and civil rights. It cannot afford to do otherwise, because otherwise it is the law of the jungle, and the law of the most powerful, and the law of the holy books, and the war of civilizations. This is why I think the legacy of the Russell Tribunal is so important in our work in politics today, in activism, I would even say in ethics, in our relations as societies. How do we pursue it? I will leave it to the members of the jury to tell you what they decided. But I'd like to say two things. On the ground in Palestine, this year, 2012-2013, was a year of two accomplishments, despite the fact that the occupation is still there. One is, of course, the reason why now you can call me ambassador without risking to be condemned. The recognition of Palestine by more than 138 states in the General Assembly of the United Nations. On the same day, 65 years ago, the State of Israel was announced. And this recognition opens a lot of possibilities for Palestine. At the level of international institutions like the ICJ and the ICC, but also with the four Geneva Conventions, and in diplomacy that has been devoid of its soul. Diplomacy today, and it's a diplomat who tells you, has lost its soul. It needs to go back to all the conclusions of the war sessions to remind us that there is an ethical and legal basis to diplomacy. The other very important achievement this year on the ground in Palestine is that of the prisoners, their family, and their best ambassador. Will talk to you in a while. It's Fadwa Barghouti, the wife of Marwan Barghouti, a lawyer, an activist, a mother of four, and the wife of our dear Marwan. She will tell you more how much this year has been a year of mobilization. So I really think that I would just say, if you can, keep your eyes on these two things, the need for recognition of the state of Palestine by every single member state of the EU. I say every single member one, including Czechia, which, by the way, had recognized Palestine like 25 years ago before the fall of the wall. But also make a campaign that yesterday May Reid called for the liberation of Marwan and all the political prisoners. This is a very targeted, clear message that can go straight to the heart of the Palestinians. Finally, we are in a new Arab world. The fact that the political forces who were elected in parliaments that necessarily represent all of us, but represent their people, does not change the fact that what happened, the intifada that the press calls the Arab Spring, is a historical change. The citizens of our countries have woken to their right to decide their destiny, to defend their civil rights, their constitutional rights, and their human rights. Remember what were the slogans in Tunisia, in Egypt, and the slogans that you see here today in Syria. They are all for the implementation of rights. There are no more ideological slogans. And I would like to say that by going back to all these international human constitutional democratic rights, we save all the stupid discussion we hear every day about religion and fundamentalism, because we have no other criteria, no other yardstick except international law and human rights. I would like to finish by paying tribute to a people who are standing today
with dignity and dying in hundreds, and this is the Syrian people. No. Non, Christiane, à vous. Je ne vous parlerai pas de Stéphane. Hier soir, un hommage très émouvant a été rendu, et je pense notamment à ce concert que nous a donné notre ami Miguel Estrella, où vraiment il y a mis toute son âme. Je voudrais seulement dire que Stéphane, dès le premier jour où on lui a parlé de ce projet de tribunal, a adhéré complètement et sans réserve, et l'a accompagné jusqu'au bout. Et il y croyait. Il pense que la société civile a les moyens d'une immense efficacité si elle s'organise et si elle le veut vraiment. Donc, je crois que le relais, maintenant, va passer aux mains de tous ceux qui sont dans le monde et qui sont concernés par ce problème absolument scandaleux qu'est l'occupation. Ma génération a connu l'occupation, elle ne peut pas l'accepter, elle n'acceptera jamais où que ce soit, et par qui que ce soit. Et donc c'est un combat long, difficile. Je voudrais remercier le tribunal et le jury, mais aussi tous ceux qui, bénévolement, ont contribué au succès de ces 4 réunions et leur dire vraiment mon admiration, parce que ça a été une bataille difficile. Il y a eu des problèmes bêtement et platement d'argent. On a toujours réussi, enfin Pierre et son équipe ont toujours réussi à trouver les moyens de faire ces sessions. Et donc maintenant, on a tous un devoir de continuer, de poursuivre, de développer. Et je demande à la presse, qui a été muette sur toutes ces 3 années, à peu près muette sur ce sujet, d'avoir un peu plus de courage. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous dis toute mon amitié et tous mes vœux pour la suite. Merci.